Dernier point, comment ça émerge, et c'est pas parce que c'est d'actualité, parce que c'est une idée laquelle je réfléchis depuis un certain nombre d'années, ça émerge comme une épidémie. Une innovation, c'est curieux en fait. C'est un truc qui se communique de client à client. Parfois, quand je passe dans les clubs, je suis très vexé parce que je me dis que je ne dois pas passionner les gens, je vois des concurrents. Les concurrents, ce sont les objets qui sont sur les tables. Et il y a toujours des nouveaux objets qui attirent l'attention. Le dernier BlackBerry, le nouveau Google Phone, ou le nouvel iPod, ou je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce que c'est que cette idée de concurrence? C'est un client qui en parle à son voisin, qui dit, tu sais, c'est pas mal, tu vois, tu peux faire ça, qui va, clac, il a vendu à son voisin ou à sa voisine, il lui a mis le virus. Vous savez, les virus, c'est pas des bébêtes qui passent aux hommes, c'est des hommes qui transmettent à d'autres hommes un virus. Un virus, ça travaille comme ça. C'est la fonction épidémique. Le fonctionnement de l'innovation en entreprise, il faut le voir au niveau des marchés de la même manière. Ça n'est qu'une métaphore, mais c'est comment je vais arriver à inoculer à quelques-uns pour que ces quelques-uns inoculent à d'autres. Et ça, c'est une nouveauté, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus définir l'innovation comme on la définissait il y a encore 20 ans, les qualités produits, la différence, il faut que ça marche, parce que si ça ne marche pas, on revient à la case départ, et il faut que ce soit meilleur pour le client. Évidemment, si on n'a pas fait ces 4 points-là, on n'est pas digne d'avoir créé une innovation, d'accord. On voit des entreprises qui ont compris mieux que d'autres ce fonctionnement et qui cherchent, par des moyens divers et variés, à recréer ce qui est vieux comme l'humanité, le bouche à oreille. Comment faire pour que ceux qui vont être mes premiers adopteurs en parlent à d'autres et transmettent le virus à ma place? Quel est l'intérêt? C'est un intérêt économique, ça vous coûte zéro. Aucun investissement publicitaire, pas de VRP ni de force de vente supplémentaire, le client fait le boulot pour vous. Venteprivée.com a compris ça. Venteprivée.com, c'est un soldeur à la plaine Saint-Denis, un type qui récupérait des stocks pas vendus. Et qui faisait quoi? De l'écoulement sur le circuit dans lequel vous allez tous les dimanches, les marchés. Des tabliers, des jeans, des chaussettes, etc. Vous savez, on peut trouver ce type de produits sur les marchés à côté des tomates et des oranges. Et je ne sais pas d'où est venue l'idée, à qui ni à quoi, je ne sais pas, ou si c'est une personne ou 10 ou j'en sais rien, je ne sais pas. L'idée de mettre la technologie web dedans et de se dire, au lieu de vendre comme tout le monde des t-shirts chinois, je vais aller faire le tour des belles marques qui ne le disent pas, mais qui ont des stocks comme tout le monde, parce que des t-shirts à 150 €, c'est bien, mais on n'en achète pas tous les jours non plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence à aller voir des grandes marques, et là on leur dit, vous ne voudriez pas déstocker vos produits de l'année dernière? Et je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui refusent la vente. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée sur son site web, dans un univers extrêmement encombré où il y a la concurrence énorme, il crée une offre en ayant fait ce que personne n'avait fait, d'aller faire du déstockage sur des grandes marques. Deuxièmement, puisqu'il se dit, ce sont mes clients qui vont en parler à d'autres, et la technologie web, par nature, favorise on appelle ça le buzz, le bouche à oreille si vous préférez, la prescription, eh bien, je vais créer un club. Et pour pouvoir acheter chez moi, il faut donner son adresse, machin, etc. Vous connaissez l'histoire. Et derrière, j'en parraine d'autres. Regardons seulement les résultats. Cette entreprise, venteprivée.com, se crée en 2001. Son fichier client est de 8 millions. Le fichier de la Redoute, c'est de notoriété publique, est de 8 millions et demi. La Redoute a été créée en 1920. Donc il a fallu 8 ans pour créer un fichier de la même taille. C'est une société qui fait 650 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui talonne un des géants de la vente par correspondance qui s'appelle Redoute. Avec une offre qui combine les événements, ça dure 24 heures les ventes et non pas 6 mois. Il n'y a aucun taux de démarque, alors que dans la vente par correspondance, vous avez la démarque d'emblée. Il faudrait être bête pour acheter le premier jour, sachant qu'une semaine après, c'est moins 20%, un mois après, c'est moins 30%, etc. Ce modèle a fait son temps. Ce qui se passe, c'est qu'on voit un acteur qui licencie, et à côté de ça, un acteur qui, sur le même marché, sur le même besoin textile, arrive à créer une marge et une valeur incroyable. Sur un principe, le principe de l'épidémie, qui dit mes clients vont en parler à d'autres.
Ceci est je pense, à des changements. Alors, on n'a pas découvert la roue, ça existe depuis un certain temps, le fait que les clients se prescrivent. Un bon médecin est prescrit par une mère de famille ou un père de famille en disant « Va chez tel dentiste, tu verras pour tes gamins, il fait pas mal aux dents. » On le fait tous. Sauf que là, c'est utilisé pour un modèle économique, pour construire un modèle économique. En clair, là il y a une différence par rapport aux autres, ce n'est plus laissé au hasard, c'est intégré dans la décision et dans le choix stratégique de l'entreprise. Une entreprise, au fond, ça a un travail en innovation. C'est de rapatrier le plus possible de choses qui traditionnellement sont le fait du hasard vers des éléments de décision et de volonté. Avec, et ce que vous avez dit tous les deux est extrêmement juste en entreprise, énormément d'essais-erreurs. Ça ne marche pas du premier coup, ou en tout cas, c'est rare. Vous savez que l'iPod dont tout le monde parle, parce qu'il fait des scores impressionnants et que Sony ne l'a pas vu venir, etc., l'iPod pendant 3 ans a végété. On sort les chiffres de, je ne sais plus, 60 millions de ventes annuelles ou que sais-je. Oui, mais si vous regardez la courbe, comme dit l'autre, c'est flat pendant les 3 premières années, il faut être capable de tenir. Et à un moment donné, la pente se crée. Et la pente, elle se crée parce qu'on a cherché des leaders d'opinion qui vont transférer vers d'autres. Ceci n'est pas le fait du hasard. C'est un choix et une détermination. Pourquoi quel est le rythme? Est-ce que ça s'accélère dans l'univers innovation économique ou d'entreprise? J'observe une chose simple, c'est que les entreprises c'est des coquines si je puis dire, mais elles ont compris une chose, elles ont compris comment fonctionnent les individus. Alors qu'au début, elles ne l'avaient pas vraiment compris. Vous prenez Ford, il dit vous aurez droit à une voiture noire, et quel est le choix de la couleur? Elle sera noire, n'est-ce pas? Voilà. Donc en gros, c'est monoproduit. Les entreprises ont compris depuis plusieurs décennies que ce qui mène le bal, c'est le désir. Et que le désir est insatiable. C'est-à-dire qu'il y a un besoin, enfin un désir, pas un besoin. Un désir, c'est imaginaire. C'est-à-dire on croit qu'un jour on va atteindre l'objet que l'on a rêvé, ce manque, et une fois qu'on l'a atteint, on l'a détruit, destruction créatrice comme on dit, on l'a détruit, et on en veut un autre derrière. Est-ce le souvenir de l'enfant? Je ne sais pas, je ne suis pas psychanalyste. Est-ce le souvenir encore d'autre chose, des conquêtes amoureuses? Je ne sais pas, mais si, je suis un homme. Deuxième chose, les entreprises ont compris, et quand on entend Jean-Didier Vincent ici, quand il est passé, il le dit avec talent, donc là je ne fais que plagier, il dit il y a des émotions fondamentales, et vous savez, dans l'une des émotions, dans les grandes émotions, il y en a une qui s'appelle la surprise. Et au fond, on a besoin de nourrir cette émotion. On a besoin de se faire surprendre. Si on ne nourrit pas la surprise d'un client, des clients, des marchés, c'est comme si finalement on le laissait dépérir. Donc, en jouant sur désir et surprise, on a réussi à augmenter le rythme de façon assez incroyable, à créer même, on le sait, des faux besoins, mais avec des actes d'achat derrière, à faire ce que les critiques disent ensuite, c'est un emballement général du système. Je ne me poserai pas en moraliste sur le sujet, mais qu'est-ce qui est derrière cette attaque qu'on entend chez les alternatifs par exemple? C'est l'idée de dire stop, on peut freiner, on peut y aller moins vite, ce qui reviendrait à dire à juguler les désirs, à moins les nourrir et à moins alimenter cette demande de surprise. Regardez les grands magasins qui viennent de faire leur vitrine de Noël, c'est une loi du milieu. Vous avez boulevard Haussmann, vous avez des vitrines incroyables au printemps ou Galerie Lafayette. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de faire rêver, donc de vous faire croire, de nous faire croire que finalement on n'achètera pas un besoin mais un rêve, et ensuite évidemment on va s'amasser, on va regarder avec les enfants ou tout le monde va regarder ces vitrines pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Au fond, l'innovation dans l'entreprise, elle moissonne formidablement cette question très humaine du besoin de nouveau. Il n'y aurait pas d'innovation finalement, il n'y aurait pas de création économique autour de ça si nous n'avions pas cette demande de nouveau qui a été, je viens d'essayer de l'expliquer, extraordinairement cultivée, développée, multipliée avec des chiffres assez incroyables.